Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Diversité, le balado de Francophonie sans frontières. Vive le printemps! D'est en ouest, c'est un même cri de joie qui s'exprime alors que le soleil brille davantage et que les températures se radoucissent. Et oui, même ici au Québec, l'occasion de profiter davantage des parcs, des balcons, des terrasses, voire des plages, si vous avez la chance de vivre à proximité de la mer. Vive le printemps d'est en ouest. Et c'est d'ailleurs ce que nous vous proposons lors de cette nouvelle émission. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Nos invités de ce jour sont Lionel Moussongo, qui nous présentera la chaire Sangor à Yaoundé. Ça tombe bien, il est à Yaoundé. Mélissa Serrano, depuis Paris, vous recommandera la lecture d'une auteure japonaise qui, il se trouve qu'elle vit à Montréal. Et enfin, toujours à Montréal, nous discuterons avec Kawan Mala Osne, qui a récemment publié un recueil de poésie intitulé Les sillages du temps. Au Cameroun, et à Yaoundé en particulier, une des structures qui œuvre pour le rayonnement et la promotion de la francophonie se trouve dans le milieu universitaire et il s'agit de la chaire Sangor Francophonie et mondialisation, communément appelée chaire Sangor, en hommage bien sûr à l'un des pères fondateurs de la francophonie dont nous célébrons cette année les 20 ans de sa disparition. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Lionel Moussongo. Bonjour Lionel. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Oui, je dis le plaisir de nouveau, car on vous avait accueilli donc lors de notre émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, et c'est donc un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Lionel, pouvez-vous d'abord nous présenter ce qu'est une chaire universitaire en général, pour ceux qui ne le sauraient pas, et ensuite nous parler de cette chaire Sangor en particulier? Très bien Thibaut. Donc, une chaire en milieu universitaire est un outil de promotion d'une discipline ou d'un savoir qui a pour but de favoriser la transmission des connaissances et de promouvoir la recherche autour de la discipline et du savoir en question. Donc, pour ce qui est des chaires Senghor, de manière générale, il faut savoir qu'elles sont constituées en réseau, donc nommé le Réseau international des chaires Léopold Sédar Senghor de la francophonie, donc réseau mis sur pied en 2003 à l'initiative du recteur Michel Guillot, qui est l'ancien recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, outre l'hommage à Léopold Sédar Senghor, comme tu l'as rappelé dans ton introduction, elle a également pour but de mailler les territoires francophones, de contribuer à la formation d'une francophonie institutionnelle, d'observer et de favoriser le travail de manière indépendante sur la francophonie. Donc, voilà un peu pour ce qui est de ces missions originelles, mais pour ce qui est de ces missions actualisées en quelque sorte, donc c'est dans la continuité, donc c'est la diffusion d'un enseignement de base sur l'histoire, la géopolitique et les politiques menées par la francophonie. C'est la production de la recherche autour de la francophonie, l'animation d'un débat d'idées sur le monde francophone et son évolution, et surtout la coopération internationale entre les partenaires francophones. Donc voilà un peu donc, ce qui est de la chaire Sangor de manière générale. Et pour ce qui est de celle de Yaoundé, donc qui est logée, je crois, à l'Institut des relations internationales du Cameroun, comment se structure-t-elle? Et puis, que va-t-on y apprendre aux étudiants et étudiantes? Donc, donc, très bien, Thibaut. Donc, la chaire Senghor de Yaoundé, il faut déjà rappeler qu'elle a été créée en 2004. Donc, elle a 17 ans aujourd'hui. Elle est logée donc, à l'Institut des relations internationales du Cameroun, qui est une école prestigieuse du pays, non seulement, mais également de la sous-région Afrique centrale. Donc, c'est un établissement qui a vocation à former des diplomates et des fonctionnaires internationaux de manière générale. Donc, elle est dirigée, la chaire Senghor de Yaoundé, par un professeur, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, et on retrouve en son sein plusieurs étudiants donc, qui viennent de tous bords, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, qui aspirent ici à
acquérir des connaissances sur l'histoire de la francophonie, les grands domaines d'intervention. Ces grands domaines d'intervention, la démocratie, la politique, la sécurité, la paix, l'éducation, l'économie numérique, entre autres. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et il faut surtout dire que les enseignements sont une formation en fait délocalisée du master en relations internationales option francophonie de l'université Jean Moulin Lyon 3. Voilà. Et un diplôme donc qui s'obtient bien évidemment en français. Et pour souhaiter la meilleure des réussites à la communauté étudiante de cette chaire dont tu fais toi-même partie, Lionel, voilà, il y aurait un proverbe camerounais que l'on pourrait partager à notre auditoire? Donc, je vais partager avec tous ceux qui nous écoutent un proverbe d'origine bamois qui est dans la région du centre, qui dit « Un serpent qui reste sur place ne s'engraisse pas ». Je le dis surtout parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans cette chaire qui sont en reprise d'études, donc des professionnels, et c'était juste pour leur faire un petit clin d'œil et leur souhaiter bon courage. Oui, effectivement, je pense que c'est aussi une bonne leçon de vie de dire qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir progresser. Merci encore de cette nouvelle chronique, Lionel Moussongo. Merci Thibault, merci à tous. Je rappelle donc depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, je dois humblement reconnaître que je ne connaissais pas Aki Shimazaki, cette autrice qui, il est vrai, aime cultiver la discrétion. Pensez donc, on la compare au mystérieux écrivain Régent du Charme, et pas seulement parce qu'elle vit au Québec, mais parce qu'elle donne très peu d'entrevues. Alors, pour découvrir cette autrice, on se tourne vers notre chroniqueuse culturelle qui va nous en recommander la lecture. Mélissa Serrano, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors, Mélissa, pour débuter, je pourrais bien évidemment vous demander de nous dresser le portrait de Aki Shimazaki, mais en fait, j'ai presque envie de vous demander plutôt comment vous l'avez découvert. Eh bien, j'ai découvert cette autrice dont j'ignorais, comme vous, l'existence il y a très peu, en allant à la librairie de mon quartier à Paris. Je regardais comme ça les titres et le libraire m'a recommandé donc le dernier roman de cette autrice. Et je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur elle. Et c'est à ce moment où il m'a appris qu'elle vivait au Canada. Et étant moi-même québécoise, cela a suscité mon intérêt, bien évidemment. On comprend. J'ai donc acheté le roman qui s'appelle Suzeraine et je me suis un peu informée sur cette autrice. Et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce qu'elle a une œuvre considérable, parce que c'est aussi une ambassadrice intéressante, je crois, de la francophonie à sa façon. Et donc, je vais vous parler un peu d'elle aujourd'hui. Donc, merci à ce libraire des Batignolles qui m'a fait cette suggestion il y a très peu. On le salue, hein, et comme quoi le rôle vraiment des libraires pour la transmission puis la découverte de talents méconnus de la francophonie sont vraiment essentiels. Alors, si l'on parlait un peu plus de cette autrice, Aki Shimazaki, qui est-elle? Pour ce que l'on sait d'elle. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit en introduction, on sait très peu de choses de cette autrice parce que, comme le grand Régent du Charme québécois, elle se fait extrêmement discrète. Elle accorde très peu d'interviews, mais on sait qu'elle est née en 1954 au Japon et que depuis 1981, elle est donc résidente canadienne. Elle a émigré à Vancouver tout d'abord, donc dans le Canada anglophone où elle est restée une dizaine d'années, pour ensuite aller à Montréal en 1991. Et c'est une fois à Montréal qu'elle a commencé à apprendre le français et à publier ses romans. Donc, elle a publié son premier roman, dépassé 40 ans, et elle l'a fait en français. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'apprendre qu'une femme décide de lancer sa carrière littéraire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et est-ce qu'elle a expliqué son attachement à notre langue? En fait, est-ce que ça lui permet d'exprimer différemment son style? En fait, j'ai un peu essayé de voir pourquoi elle choisissait d'écrire dans sa seconde langue ou même sa troisième langue, en fait, parce qu'elle a dû parler anglais lorsqu'elle a émigré au Canada en premier lieu. Et j'ai trouvé très peu d'informations. Cependant, elle raconte que son style est effectivement très différent
en français et en japonais. Et que lorsqu'elle écrit en français, ses phrases sont plus courtes, plus simples, et c'est vraiment l'empreinte de son œuvre. Elle a vraiment une écriture dénuée de fioritures, c'est une écriture qui est toute en simplicité, en retenue, et il paraît que c'est lorsqu'elle écrit en français qu'elle écrit de cette manière, contrairement à ses phrases japonaises qui sont plus longues, explique-t-elle. Et donc, son œuvre est assez considérable. Thibaut, elle écrit des cycles et elle est à son 4e cycle maintenant. Elle en est à son 4e cycle. Donc, chaque cycle est composé de 5 titres. Et le tout dernier cycle, le 4e, vient d'être lancé, si je peux me permettre, avec son roman Suzerain. Le cycle ne porte pas encore de titre, mais si les gens sont intéressés à découvrir son œuvre, je vais nommer pas tous les romans parce qu'il y en a plusieurs, mais ces 3 cycles précédents, Le poids des secrets, Au cœur de Yamato et L'ombre de Chardon. Le poids des secrets, tout un programme pour une autrice si discrète, donc, mais son talent, je pense, ne devrait plus rester dans la discrétion. C'est cela que je comprends donc à vous entendre, Mélissa. Absolument, une auteure vraiment à découvrir. Et puis, j'ai simplement terminé avec une petite citation lors d'une des rares interviews qu'elle a accordées au journal La Presse, où elle explique son rapport à l'écriture et qui dépasse justement son besoin d'être reconnue et connue. Hein. Elle tient vraiment à son anonymat. Et ce qui compte pour elle, c'est d'écrire. Ça fait vraiment partie de sa vie. Et je vous laisse donc sur cette citation. Elle dit « Tout le monde doit trouver sa solution pour faire quelque chose de sa vie. Moi, ça a été l'écriture et j'en ai de plus en plus besoin. Je ne peux plus arrêter, sinon je perds mon équilibre. » Donc, une vraie auteure dont on sait très peu de choses, mais je crois que tout ce qu'elle a à dire, elle le dit à travers son œuvre. Donc, à découvrir. À découvrir, Aki Shimazaki. Merci beaucoup, Mélissa Serrano. Merci à toi, Thibaut. La semaine de la poésie a, il est vrai, tendance à se superposer avec la semaine de la francophonie. Alors avant peut-être d'y consacrer toute une émission spéciale, qui sait, je vous propose une seconde découverte littéraire dans cette émission, en compagnie cette fois de l'intéressé, le poète Kawan Mala Osne. Bonjour Kawan. Bonjour Thibaut. Alors, on vous doit un récent recueil de poésie qui s'appelle L'essillage du temps. Je voulais simplement savoir, pour commencer, quelles sont vos sources d'inspiration. Et peut-être devrais-je préciser que vous êtes originaire de l'île d'Haïti. Bien cela? Exactement. En fait, je suis originaire de l'île d'Haïti, comme vous l'avez dit, mais je viens d'une île à l'intérieur de l'île d'Haïti. Donc, je suis doublement insulaire et maintenant, je pourrais dire que je vis à Montréal sur une île, donc ça fait de moi un homme d'île. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a, comment dire, une sorte de continuité littéraire de se dire que venant d'une île sur une île, et puis bon, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, Montréal est aussi une île sur le Saint-Laurent. Est-ce que vous y voyez une forme de métaphore? Je pense que le destin l'a voulu ainsi. Vous avez parlé de mes sources d'inspiration et bien sûr, il y a la mer, tout ce qui est eau. Il y a aussi le temps. Le temps, c'est un concept philosophique qui me fascine. J'adore, enfin, ça m'intrigue aussi et tout ce qui m'intrigue m'intéresse. Il y a aussi les gens, la rencontre des cultures, ça fait partie de mes sources d'inspiration. La nuit, le bruit du silence aussi. Je trouve que c'est assez bénéfique de profiter des sens qui nous entourent lorsqu'on fait acte d'écriture. Donc, comme l'a dit la collègue qui vient de parler tantôt, l'écriture, ça nous permet d'avoir de l'équilibre. Tout à fait. Et puisqu'on parle de l'eau, en fait, vous La parliez mer, de c'est la mer, oui. de la mer, et Mm. puis je me suis arrêté, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait aussi le rapport peut-être maternel parmi les sources d'inspiration, puisque vous parliez de relations entre les personnes, puis ce que l'on aime effectivement au sein de la francophonie, c'est le fait de pouvoir lier des relations comme ça avec autrui. Oui, tout à fait, parce que moi, je suis très fasciné par la mer
Et je pense que parlant de la mer, je vois aussi ma mère. J'en parlais de ma maman qui m'a élevé. Je suis élevé par ma mère dans l'absence de mon père. Et j'ai été confronté à des réalités où est-ce qu'elle m'a donné des directives. Par exemple, le premier livre que m'avait donné ma mère, c'était la Bible. Hein, c'est assez paradoxal. Et il m'a fallu rêver au-delà de mon insularité. Et c'est la mer qui m'intriguait comme merveille naturelle à ce moment-là. Et je me posais des questions comme quoi, qu'est-ce qu'il y a au-delà du Nil? Et j'ai voyagé, j'ai laissé derrière moi des sillages et voilà, mon recueil de poèmes, ça parle de mes expériences. C'est un ensemble de récits qui traitent de mon parcours en tant qu'homme et c'est pourquoi j'écris de la poésie. C'est comme une nécessité pour moi. D'accord. Et on a beaucoup parlé de la poétesse Amanda Gorman lorsqu'elle a fait son discours d'investiture, en fait le discours d'investiture de Joe Biden. Et je ne sais plus quel chroniqueur indiquait que voilà, aux États-Unis, il y avait cette poétesse pour décrire le monde, la société, et puis qu'il nous manquait peut-être un poète, une poétesse francophone pour décrire le monde d'aujourd'hui. Vous-même, Kawan, quel serait votre regard sur le monde d'aujourd'hui, celui qui se profile? Plus vous dites que le temps est quelque chose, une notion très sensible chez vous. Oui, le temps, parce que ça a une dynamique, en fait. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Donc, ça nous permet de relier tout ce en fait, tout ce qui a comme similarité, par exemple, des traits. Et si je prends la francophonie et la poésie, ça nous permet d'établir des liens entre les différentes cultures francophones. Et moi, suite à la prestation de Gorman, je me suis permis de, de dire une chose. Et je l'avais partagé à des collègues, des amis poètes qui ont apprécié parce que c'est tellement vrai. Je dis qu'au carrefour de l'indicible, c'est la poésie qui nous permet de dire ce qu'on n'arrive pas à dire. Et je pense que le moment était favorable à Amanda Gorman et qui a su rassembler à travers sa poésie une Amérique vraiment, on va dire, divisée. Voilà, je pense que la poésie a cette vertu-là de nous unir. Et pour terminer cette émission, vous nous aviez gentiment proposé de lire un extrait de votre recueil qui s'intitule, je le rappelle, Les sillages du temps. Alors, Kawan Osneh, le micro est à vous. Alors, je vais lire un extrait de mon recueil de poèmes, Les sillages du temps, et il s'appelle d'îles, Thibaut. Voilà. Ces îles qui ont soif de soleil, abritées par des montagnes envoûtantes. Mes regards se plongent comme une comète dans des vagues colorées qui dorment sur les sables vagabonds de la mer hantée, où se baigne Simbi. Me donnera-t-elle laisser passer des îles au vent qui rapprochent les mondes sous de nouveaux soleils, conquérants d'hier, errants d'aujourd'hui? Nous sommes des matelots qui se dessinent un itinéraire un peu commun. Sous des étoiles ambulantes, elles nous aident à tracer les voies et ne nous perdent pas de vue quand la nuit tombe. Des cultures qui se fâchent pour mieux s'embrasser, enchevêtrées dans la pénombre pour affronter la vie sous les décombres de la mort. Merci. Merci beaucoup, Kawan Osneh. Je rappelle donc le titre de votre recueil de poésie, Les sillages du temps. Et donc, vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci encore. Et c'est sur ces quelques lignes de poésie que se conclut cet épisode de La Voix de la Diversité. Merci à vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman. Merci à nos invités, Lionel Moussongo depuis Yaoundé, Mélissa Serrano depuis Paris et donc Kawan Mala Osneh depuis Montréal. Réalisation Sophie Hamel Dufour, une production Radio Francophonie Sans Frontières FSF 2021. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.francosansfrontières, frontières avec un S, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.